pu échanger justement avec le président de la République ce soir pendant plus de 3 heures. Merci beaucoup, Céla. N'hésitez pas à nous faire part d'autres réactions, évidemment, à la fin de ce débat. Les réactions politiques, on va les entendre sur ce plateau avec Valérie Debord qui nous a rejoint. Bonsoir à vous, vice-présidente des Les Républicains de la région Grand Est. Il y a également Yann Brossa qui est tête de liste communiste aux Européennes, porte-parole du PCF. Jérémy Clément, vous êtes gilet jaune, chef d'entreprise, président de l'association Les Ronds-Points du Cœur. Bruno Kettel, député de La République En Marche de l'Eure. Bonsoir à tous. Merci d'être là, de réagir donc à cette soirée particulière que nous a fait vivre de façon impromptue le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est revenu notamment sur la genèse de ce mouvement. Et finalement, ça va vous faire plaisir peut-être, Jérémy Clément, d'une certaine façon, il a dit merci aux Gilets jaunes. Et oui, on l'écoute. Excusez-moi de vous couper, Monsieur le Président, mais c'est parti du prix du carburant. On pensait que l'État était tout puissant pour le prix du carburant. Il n'en est rien. Si nous sommes là, d'abord, c'est une opportunité, mais c'est beaucoup plus profond que le carburant ou telle chose. C'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire, tout ce qu'on a évoqué ensemble là ce soir, ce sont des sujets essentiels de notre vie en commun. Et on a d'ailleurs commencé à dresser des pistes. Et c'est une opportunité formidable pour aussi changer les règles, décloisonner beaucoup de choses. Donc, merci le carburant, quelque part. Voilà, merci le carburant, et donc peut-être un peu merci les Gilets jaunes, Jérémy Clément. Ça vous fait plaisir ou pas? Non, ça n'a pas l'air, ça vous fait pas sourire. C'est pas ça, je trouve que c'est un excellent orateur, détricoté, il y a beaucoup de choses qui démarrent en D, et aujourd'hui, après, il est évident pour beaucoup que c'est bien, parce qu'il y a des dizaines de millions de Français qui veulent se faire entendre aujourd'hui. Ouais. Ça ne change pas qu'on n'a pas réglé le problème de pouvoir d'achat. Je veux dire, avoir mis 10 milliards sur la table, avoir déshabillé Pierre pour habiller Paul, je ne vois pas forcément l'intérêt. Depuis le début, tout le temps qui passe sert dans la division, aussi bien au niveau de nos élus qu'au niveau du terrain, parce que le peuple ne comprend plus rien. Vous n'êtes pas reconnaissant d'avoir parlé ce soir avec des citoyens, comme on dit, avec un panel de Français, peut-être qui vous semblerait plus représentatif que les maires auxquels il s'adressait jusque-là? Ça fait combien de semaines qu'on est dans la rue à attendre qu'il se passe quelque chose? Et justement, là, il s'est passé quelque chose ce soir, non? Pas du tout? Si, c'est passé quelque chose. Il y a des gens qui ont pu être entendus. Ouais. Espérons que ce grand débat national ne ressemble pas à une grande campagne européenne, simplement. Parce que on va continuer de jouer le jeu, on va continuer de se faire entendre. Moi-même, demain, je serai demain soir sur des plateaux avec d'autres élus pour en discuter. Et on va jouer le jeu. Maintenant, toutes les choses et les vies qu'on a mis à mal ces derniers mois pour en arriver là, je trouve que c'est quand même dommage. On entend le mot gilet jaune de sa bouche que depuis peu. Jusqu'alors, il ne l'avait pas prononcé. On entend parler d'unité, on entend parler de choses que nous-mêmes avons retrouvées, le peuple français. Ok, on verra. Valérie Debord, vous l'avez trouvé comment dans cet exercice? Est-ce que vous avez été convaincu, vous? Emmanuel Macron, c'est l'objet de dire qu'il est extrêmement intelligent et parfaitement au fait de ses dossiers. C'est un objet inutile, tout le monde le sait. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, si vous voulez, c'est que la campagne d'élection présidentielle, c'était il y a 1 an et demi. Ouais. Et c'est à la campagne d'élection présidentielle qu'on fait ce genre de rencontres. Alors, on va effectivement dans ce cadre-là. Ah bah si, je suis désolée. C'est pas tout à fait de la faute de M. Macron si un certain nombre de rencontres n'ont pas pu se faire pendant la campagne présidentielle. Madame Debord, je ne vais pas vous rappeler les fondamentaux de la campagne présidentielle de l'an dernier, mais c'est pas tout à fait de la faute d'Emmanuel Macron si les Républicains ont complètement loupé leur campagne présidentielle et que le débat n'a pas eu lieu. Très sincèrement. Très sincèrement, voilà. Non mais très sincèrement, c'est un argument qui est complètement factieux. Si vous voulez. Voilà, et objectivement, M. Macron, il a fait une campagne qu'il a pu faire, nous n'avons pas pu la faire. Donc je vous renvoie complètement. C'est pas tout à fait de la faute de M. Macron si vous n'avez pas pu faire votre campagne. Monsieur, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a fait campagne, M. Macron. Vous avez fait campagne, vous avez eu un programme, vous avez été élu. Oui, vous avez eu un candidat qui n'a pas pu faire campagne à cause de ses turpitudes. Ça fait un an et demi que nous avons... la campagne présidentielle. Valérie Debord, ça fait un an et demi que nous avons un président de la République qui nous dit qu'il ne changera pas. Ouais. Ça fait un an et demi que nous disons à ce président de la République qu'il va droit dans le mur. Ça fait un an et demi que le président de la République a oublié les corps intermédiaires, a oublié les maires, a oublié l'ensemble des élus qui sont par les naturels. Cet après-midi, on a entendu Laurent Wauquiez, le président des Républicains, qui disait, il a vu Laurent Wauquiez à midi, le président de la République, et à la sortie, Laurent Wauquiez, il a dit, mais ça, c'est pas un vrai débat, il voit des élus, il voit des maires, c'est pas un vrai débat, c'est pas un vrai échange. Ce soir, il doit être content, Laurent Wauquiez, il a été entendu, semble-t-il, de ce point de vue-là. Est-ce que c'est votre sentiment ou pas? Moi, je trouve ça bien qu'il débatte, mais que va-t-il sortir?
Sous quels critères? Sous quelle forme? L'élection présidentielle, elle a ceci de légitime et de légaliste que les gens votent. Et ça permet en fait de donner effectivement un cadre. Emmanuel Macron a été élu de façon parfaitement légitime, personne ne remet cela en cause. Quasiment personne, en tout cas pas nous. Ils sont quelques-uns quand même. Quasiment pas nous, la majorité des gens ne le remettent pas en cause et certainement pas nous. Donc il a un cadre par rapport à cela. Aujourd'hui, il fait un débat. Ok, c'est très bien de faire un débat. Sur quelle base? Sur quels critères? Sur quels éléments objectifs on va ressortir un certain nombre d'éléments? On voit bien qu'il y a tout et énormément de choses dans ce qui est mis sur la table. Comment est-ce que les choses vont être tangentées? Comment est-ce que les choses vont être décidées? À quel niveau? C'est le temps du débat. C'est le temps du débat. Yann Brossat, est-ce que le temps du débat comprend le temps de la conclusion? Je suis désolée. Quand on met un débat sur la table, mais c'est dans 2 mois. Quand on met un débat sur la table, ce qui est très important, c'est de savoir dans quelles conditions se passe ce débat. Aujourd'hui, nous n'en savons rien. Yann Brossat, votre sentiment sur ce que vous avez vu ce soir? D'abord, je trouve qu'il est heureux que le président de la République puisse parler pendant 3 heures à des Français sans les insulter ni les traiter de feignasses. Ça change de ce qu'on a vu au cours des dernières semaines. Pour le reste, plus sérieusement, moi je trouve que c'est plutôt sain et que ce dialogue, heureusement qu'il existe. D'ailleurs, j'avais été le premier, enfin pas le premier parce qu'on était un certain nombre à dire que c'était très bien de discuter avec les maires, mais qu'à un moment donné, il allait bien falloir qu'ils se confrontent aux Français. Après, la seule véritable question, c'est de savoir si tout ça débouche sur un certain nombre de décisions. Or, une chose me frappe, c'est que les interlocuteurs changent, les questions changent, les réponses ne changent jamais. Et en l'occurrence, le président de la République radote. Alors l'avantage quand on se répète, c'est qu'on ne se contredit pas. Mais on pourrait quand même imaginer qu'à l'issue de cette mobilisation des Gilets jaunes, qui n'est d'ailleurs pas terminée, qui continue d'être soutenue par la majorité de l'opinion publique, à un moment donné, le président de la République infléchisse sa ligne sur le pouvoir d'achat, sur la question du niveau de vie des retraités, sur la question de l'impôt sur la fortune. Or, pour l'instant, rien ne bouge. Donc je pense qu'à un moment donné, si on crée un débat et que tout ça ne débouche sur rien, il y aura beaucoup de frustration et beaucoup de colère. Il y a eu le débat face aux maires, il y a eu donc ce soir le débat face à des citoyens, citoyens lambda si l'on ose dire, mais en revanche il n'y aura semble-t-il pas de débat spécifique face aux Gilets jaunes. Écoutez. Je n'ai pas voulu faire une espèce de meeting ou de réunion qu'avec des Gilets jaunes, parce que si je rentre... Non mais je vous explique pourquoi. Parce que si je rentre dans cette logique, dès que quelqu'un dans la société a une revendication, un problème, il n'en appelle plus qu'au président de la République. Il dit, il n'y a plus aucun débat qui va, ou qui vaut, je refuse de parler au maire, je ne veux plus que le président de la République. Si je fais ça, ça devient impossible, cette affaire. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'indifférence, c'est juste de dire que, compte tenu de ma position, de ma mission, de ma fonction, moi je débat avec des citoyens de la République. Est-ce que c'est pas un peu facile, Bruno Kettel, comme argument, ce qu'il vient de dire là? Ah non, écoutez, l'exemple parfait, c'est M. Clément qui n'a pas revêtu son gilet jaune ce soir. Donc, pourquoi? Quel rapport? Parce qu'on passe une étape aujourd'hui, il y a une liste des gilets jaunes qui a été annoncée hier, on passe à un stade où on est parti d'une revendication légitime sur le poids des taxes sur les carburants, aujourd'hui pour rentrer dans un cadre partisan et politique. Donc vous pensez que les gilets jaunes c'est fini? C'est pour ça, pratiquement rien dit. Non mais d'accord, mais on peut peut-être poser la question. Vous m'avez coupé, il peut vous couper. Hein. Enfin non, on se coupe entre nous, mais voilà. Mais non, mais c'est vous interprétez le fait qu'il n'ait pas de gilet jaune. Donc le mieux, c'est qu'il vous le dise lui-même. C'est ça le sens de votre absence de gilet jaune. On a franchi un seuil. On passe sur le terrain partisan. Monsieur Clément m'a dit tout à l'heure qu'il soutenait la liste de Madame Levavasseur. On est dans une autre étape qui est légitime, qui est celle de la démocratie, de la confrontation devant le suffrage. Toutes les actions qui vont Oui, parce que votre campagne est sur la liste de Madame Levavasseur, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je ne vous ai pas dit que ça, on peut en parler si vous voulez. On passe à une autre étape, et c'est très bien, vous rentrez dans le champ démocratique. Vous rentrez dans le champ démocratique. Mais ce n'est que le début. Aujourd'hui, ce n'est pas important, cette liste européenne. Est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas votre gilet jaune ce soir? Alors non. Pourquoi alors? Parce qu'il fait chaud déjà sur votre plateau et que j'en ai marre de transpirer. Ça, c'est la première raison. Il fait -3 dehors, monsieur. Oui, d'accord, mais j'ai d'autres manteaux. Vous savez, on n'a pas que des manteaux jaunes. Hein, et on ne passera pas notre vie avec des manteaux jaunes. Hein, de la même manière qu'on ne passera pas notre vie avec des costumes. Aujourd'hui, il n'y a plus de représentativité vis-à-vis de nos élus. Il n'y a plus d'écoute. Tout ce qui a été dit depuis 2 mois et demi bientôt est retranscrit par toutes les oppositions, par le pouvoir en place, sous forme de « je vous comprends, on vous écoute ». En attendant, on n'a pas réglé le problème de la faim, F-A-I-M. On ne l'a pas réglé. Et non seulement on ne l'a pas réglé, mais maintenant qu'on voit que les choses se structurent, les choses avancent, on se retrouve avec des débats
on se retrouve à être tous en communion, alors que nous, depuis le départ, ce qu'on demande, c'est être entendu, écouté. Les 10 milliards qui ont été mis sur la table, comme je l'ai dit au départ, ils vont être repris sur le budget de l'État et repris pour les gens qui ont un peu plus d'argent et qui arrivent, eux, à payer leurs factures. Si ça, c'est pas une division du peuple, je ne sais pas ce que c'est. Alors Bruno Kettel vous répond. Je vous en prie. Oui. Bah oui, je vous en prie. Moi, j'étais pendant les débats, ça a duré 10 heures et c'est pas aussi simpliste que ça, monsieur. Mais moi, je passerai bien 10 heures avec vous pour débattre de tout ça. Alors, écoutez, on va prendre rendez-vous et puis on va échanger nos portables. Mais sur le fond, c'est pas aussi caricatural que ça et vous le savez très bien. D'ailleurs, si vous rentrez dans le champ démocratique, de l'expression démocratique, de la confrontation des idées, par exemple avec monsieur Brossat, qui sera tête de liste aux européennes, c'est qu'on a passé une étape et c'est très bien. Je veux dire, la revendication du départ. Vous avez quand même passé 10 minutes à essayer de disqualifier votre interlocuteur. Je pense d'ailleurs que votre manière de faire est pour beaucoup dans le discrédit du gouvernement. Oui, mais ça, vous me l'avez déjà fait la dernière fois. C'est vrai. Si vous étiez aussi crédible, vous seriez un peu plus de 2% sur les sondages d'opinion sur les européennes. À un moment, vous savez, vous n'êtes pas le premier avec qui j'échange sympathiquement dès le départ et qui reformule ce que j'ai dit derrière en quelque chose d'affaiblissant. Alors moi, ça ne me pose pas de problème. Vous savez... Pourquoi je vous ai affaibli? Non, moi, vous ne m'avez pas affaibli. C'est c'est vous qui simplement venez de la dire situation. ça. Parce que quand on échange, j'échange souvent en off avec tout le monde, parce que j'essaye de comprendre et j'essaye d'apprendre. Et ce que j'apprends, c'est que vous êtes toujours tous d'accord avec nous. Vous nous comprenez tous, mais en attendant, il n'y a rien qui bouge. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas caricatural. Ça, vous m'avez dit en off que vous nous compreniez et qu'il était temps que ça pète depuis 50 ans. C'est ce que vous m'avez dit derrière. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que le système... politique. Voyez pourquoi il y a une liste européenne, voyez pourquoi il y aura du monde au communal, voyez pourquoi il y aura du monde à la présidentielle. Votre liste européenne, elle est créditée de 12%, ce qui veut dire que 88% des personnes interrogées ne voteront pas pour vous. Peut-être qu'on se cassera la gueule et peut-être qu'il y aura le double. Ça, c'est l'avenir qui le dira. C'est un débat constructif qu'on essaie de produire ce soir. Emmanuel Macron s'est donc exprimé lors de ce débat. Il a dit, le président, qu'il était presque un peu surpris que ce qui se passe actuellement arrive en France et non pas ailleurs. Écoutez. La crise que nous sommes en train de vivre, si des gens avaient regardé l'Europe, je ne parle même pas du monde, depuis mars, ils se seraient dit, s'il y a un pays où ça ne peut pas arriver, c'est la France. Parce que, quand je regarde de l'autre côté du Rhin, par exemple l'Allemagne, beaucoup moins de chômage que nous, beaucoup plus de travailleurs pauvres, beaucoup plus d'inégalités sur ces sujets. Mais nous sommes comme ça. Et ce que vous avez dit qui est très juste, la chance qu'on a de débattre, le fait qu'on a des indignations fortes, c'est une chance formidable parce que moi je pense qu'on peut inventer le modèle du XXIe siècle, la vraie solution. Julien Sanchez nous a rejoint, le maire Rassemblement National de Beaucaire. Visiblement là-dessus, Emmanuel Macron n'a pas été clairvoyant, c'est le mot qu'on puisse dire. Oui, je crois que aujourd'hui, on a assisté encore une fois à un coup de com'. Alors, il faut le dire, il faut le rappeler, Emmanuel Macron est énarque, donc il a quand même gardé quelque chose de ses études également et de la façon de faire. Donc sur la forme, effectivement, voilà, c'est quelque chose, c'est un exercice qui peut convaincre certains sur la forme, mais c'est le fond qui doit nous intéresser. Quel rapport avec le côté énarque? Je ne comprends pas bien. Parce qu'il est formé à tout ça, à parler pour ne rien dire. C'est un grand oral, là, ce soir, ça vous dit, quoi. C'est un grand oral, oui. C'est-à-dire que parler pour ne rien dire, essayer d'endormir les gens, c'est ce qu'on apprend à l'ENA. Donc là-dessus, il a bien gardé donc ce qu'on lui a appris. Et moi, ce que j'ai envie de dire simplement, c'est que tout ça, c'est du flanc. C'est-à-dire que, à la fois face aux maires, il a fait un débat avec des maires triés sur le volet. Moi, je suis maire en Occitanie, je n'ai pas été invité au débat en Occitanie. Si, c'est vrai, monsieur. Je n'ai pas été invité et je suis maire. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ne mentez pas encore aux Français. Écoutez, et là, ce soir, nous avons là aussi un tri qui est fait parmi les gens. Parce qu'on ne me fera pas croire qu'il n'y a que 4 ou 5 gilets jaunes à Bourg de Péage. Là aussi, ce n'est pas un vrai débat. Et il y a beaucoup de militants d'En Marche dans le public de ce débat qui sont là pour applaudir. Et je crois qu'encore une fois, on est sur quelque chose qui est de la supercherie. Et ce n'est pas ça qui va convaincre les Français. Il a dit aussi, Emmanuel Macron, ce soir, que d'une certaine façon, il était lui aussi le produit, le fruit de cette crise. Écoutez. Je suis le fils de cette crise, si je puis dire. C'est pour ça que je dis souvent, la colère que vous exprimez, je veux dire, une partie d'elle, elle m'a porté. Mais ce sur quoi je m'engage, ce n'est pas de détruire le système tel qu'il existe. C'est de repenser un nouveau système qui est, je le crois d'ailleurs, profondément plus juste et plus efficace, parce qu'il s'occupe de la cause. Moi, je pense que nous pouvons revenir en quelques années à l'équilibre budgétaire. C'est une perspective qui est à notre portée. Mais on ne peut le faire en répondant à la crise que nous sommes en train de vivre que si nous arrivons à changer de modèle. C'est-à-dire à retrouver un modèle, en quelque sorte, de l'égalité des chances et pas de la correction des injustices.
Je suis le fils de cette crise. Une forme de lucidité, Valérie Debord, de la part du président? C'est plutôt une martingale qui lui permet en fait de s'en sortir. Il est le fils avant tout de François Hollande et de sa propre promotion. Voilà, c'est surtout façon ça. de le dire. Oui, mais c'est quand même la réalité des choses. Et Nicolas Sarkozy aussi, peut-être si on regarde un peu plus loin. Disons que je pense que pour lui, c'est plus gratifiant. C'est plus gratifiant. Mais ce soir, je me dis que c'est compliqué. Après, si vous voulez, ce qui est important, y compris face à quelqu'un qui essaye péniblement de s'exprimer parce qu'il n'a pas grand-chose à dire, ce qui est important en fait aujourd'hui, c'est vraiment de savoir comment on va s'en sortir. Parce que moi, ça me peine beaucoup, si vous voulez, la situation dans laquelle est notre pays. Ce qui me peine beaucoup, c'est qu'économiquement, beaucoup de gens vont avoir des échecs et des difficultés face à cela. Ouais. Ce qui me peine beaucoup, c'est l'image que nous donnons au niveau international. Ce qui me peine beaucoup, c'est le tourisme qui va reculer. Ce qui me peine aussi, c'est qu'on ne répond pas réellement à la problématique qui est celle du pouvoir d'achat. La vraie problématique, c'est du pouvoir d'achat. La vraie problématique, c'est de dire que, en tout état de cause, il va falloir travailler davantage pour pouvoir gagner davantage. Oui. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu sur lequel M. Macron, qui est bien trop intelligent pour ne pas le savoir, il est clair. Il a contribué à creuser encore davantage le déficit public. Plus de 110 milliards rien que cette année. Il a fait l'exact contraire de ce pourquoi il a été élu. Il continue à nous dire qu'il veut rétablir les comptes. Il a creusé le déficit public encore cette année, alors qu'il devait faire exactement l'inverse. Donc on voit que le problème, c'est que les fariboles, c'est bien gentil, mais à un moment, ça explose à la figure. Comment et là, se ça vient de lui exploser à la Véronique figure. Cattel, que sur la question du pouvoir d'achat, visiblement, le président a effectivement du mal à convaincre. Parce que les attentes sont multiples et variées. Elles sont, je dirais, très ancrées dans les mentalités. Et ça ne remonte pas il y a 18 mois. Je veux dire, les Gilets jaunes ont cristallisé une difficulté endémique d'une partie de la population. Nous, je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je vais le répéter ce soir, on n'a pas été bon dans le sens où on n'a pas été suffisamment en latence sur l'expression et l'explication des réformes qu'on a mis en place. Et puis, il y a eu aussi une forme de manipulation non dissimulée d'un certain nombre de partis politiques qui ont su habilement jouer de tout cela. La République... C'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, c'est pas les opposants. Je suis en train de vous dire qu'on a fait des erreurs, monsieur. Est-ce que vous pouvez l'entendre 2 minutes? Non, vous faites jamais d'erreur, vous êtes dans la vérité absolue. Non, justement, nous on fait des erreurs tous les jours. Et le quotidien dont vous parlez, nous on le vit tous les jours, contrairement à vous, monsieur. Vous croyez que je suis tombé du ciel? On vous met face à vos responsabilités. Vous croyez que je suis tombé du ciel en juin 2017? Excusez-moi, monsieur. Vous croyez que j'ai pas eu une vie avant d'être député? Qu'est-ce que vous pensez? J'espère pour vous. Qu'est-ce que vous pensez? Socialiste, voilà. bien placé Eh pour ben arrêter. voilà. J'avais une vie, moi je suis pas un apparatchik et un permanent du Parti communiste, moi je suis ça. Vous étiez pas à Je touche l'Assemblée pas. nationale. Non, il y a 20 ans que j'étais à l'Assemblée Comment on peut se nationale. reconnaître, nous les citoyens, dans un tel mépris, monsieur? Comment nous on peut se reconnaître dans un tel mépris, monsieur? On peut pas. On sent que le débat... Faites la police, monsieur. On sent que le débat est toujours Faites un peu aussi d'ordre. abrasif. Pourquoi on va faire tous les métiers pour vous montrer l'exemplarité, monsieur? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tous les métiers, on va J'ai eu faire. une vie avant d'être député, monsieur. Écoutez, on montrera une liste aussi de policiers un de ces jours s'il le faut, mais pour l'instant, eux s'en sortent mieux que vous. Voilà. J'ai pas compris ce que vous voulez dire, mais je suis peut-être pas assez intelligent pour vous comprendre. Ou c'est peut-être le contraire, c'est nous qui sommes trop bêtes, vous savez. Non. Franchement, c'est la caricature, c'est peut-être parce que c'est tard. La caricature, peut-être parce que le président de la République... Vous parlez de caricature. Le président de la République a surpris tout le monde ce soir. C'est vous qui avez signalé les gilets jaunes, monsieur. Vous parlez de caricature, c'est vous qui m'avez parlé des gilets jaunes. C'est la première fois que vous ne le mettez pas. Non, c'est la 3e. Il serait peut-être sans dessus de l'actualité. Je ne suis pas vos apparitions. L'actualité, ce n'est pas que vous. Revenons sur le fond. On le sait malheureusement, c'est pour ça qu'on est dans la rue, monsieur. Non, mais les gilets jaunes, ce n'est pas que vous. Revenons sur le fond des discussions, notamment Pardon, sur la question du pouvoir d'achat, Yann Brossard. Non mais disons la réalité. La réalité, effectivement, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout. Et que la situation, avant qu'il ne devienne président de la République, était déjà une situation difficile. Simplement, il faut quand même qu'il assume un certain nombre de décisions qu'il a prises et qui ont aggravé la situation, qui ont fait que le fossé entre les plus riches et les plus pauvres s'est accru. Il n'était pas obligé, le président de la République, de geler les APL, de les diminuer même, de diminuer les APL, de geler les allocations familiales, de geler les retraites. Ce sont des décisions qu'il a prises. Donc à un moment donné, il faut qu'il les assume. Et je pense que si aujourd'hui Emmanuel Macron ne convainc pas, c'est que les Français ne sont pas débiles. Ils savent quelles sont les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron. Ils savent lire leurs fiches de paye. Et donc, il n'y a pas là une manipulation de telle ou telle force politique. Les Français sont intelligents. Ils savent lire, ils comprennent les décisions qui sont prises et ils en tirent un certain nombre de conclusions. C'est tout. Il y a des décisions qui ont été prises et il y a d'autres décisions qui seront prises, des décisions fortes. C'est ce qu'a promis le président ce soir au début de son intervention. Écoutez. Je l'ai dit, je pense qu'on ne sortira de ce débat qu'avec des décisions très fortes, puissante. Parce qu'on en a besoin. Parce que moi, j'ai été porté par une partie de cette colère et qu'on n'a pas été assez loin là. Et dans les décisions puissantes, il doit y avoir des décisions très profondes
sur l'État, sur nos institutions, sur notre organisation collective. On doit remettre de la décision sur le terrain. On doit sortir de structures aberrantes dans lesquelles on est resté. Et on doit changer le mode de formation de nos élites, y compris dans l'État. Et moi, je suis prêt à aller jusque-là. Vous pensez peut-être que c'est impossible ? Bah, vous verrez, chiche. Quelles sont les décisions fortes que vous attendez, vous, Julien Sanchez ? C'est les décisions sur le pouvoir d'achat. Je crois que c'est ce qu'attendent les Français, parce que clairement, il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de Français n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail, c'est-à-dire qu'ils travaillent mais ils n'arrivent pas à en vivre, et beaucoup n'arrivent pas aussi à vivre du fruit de leur retraite. Donc quand le président de la République essaie de botter en touche en disant « je suis le fils de la crise », non, il est l'un des pères de la crise, parce que tout simplement, il était aux responsabilités, il a été ministre de l'économie de François Hollande, on le rappelle, conseiller également du président Hollande, et les 2300 milliards d'euros de dette de la France, alors c'est pas que le gouvernement Hollande évidemment, mais ils ont contribué à l'aggraver. Alors aujourd'hui, les mesures à prendre, elles sont doubles. D'abord sur le pouvoir d'achat, je le disais, mais aussi sur la réduction de la dépense publique. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises dépenses qui sont faites aujourd'hui, et il y a beaucoup d'argent qui est donné à des choses qui ne sont pas des priorités. Quand on pense par exemple au budget de l'Union européenne, 8 milliards d'euros nets qui sont laissés à l'Union européenne, c'est-à-dire que 8 milliards d'euros qu'on donne à l'Europe et qu'elle ne nous rend pas chaque année. On a le coût de l'immigration, des dizaines de milliards d'euros qui sont également là, la fraude, l'évasion fiscale. Il n'y a pas été question d'immigration ce soir, vous avez remarqué. Évidemment, c'est un public trié sur le volet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a eu la parole, mais moi j'invite... Il y a une parole libre. Oui, une parole libre avec des militants en marche notamment. Moi ce que j'invite, c'est le président de la République, je l'invite à venir à Beaucaire dans ma ville. Vous voyez, on fait un débat chiche, on l'organise, et puis on verra effectivement si ce sont les mêmes questions, si ce sont les mêmes questions, mais qui viennent. Au contraire, moi je pense qu'on a tout à gagner à un vrai débat, mais avec des vrais sujets, des vraies questions aussi. Et là, force est de constater qu'il y a eu des vrais sujets, mais il y a aussi beaucoup de sujets qui bizarrement n'ont pas été posés, et ça m'étonne beaucoup parce que c'est pas ce que j'entends moi dans les ronds-points et auprès des Français. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines de revendications qui sont posées sur la table. Oui. Nous, à travers la coordination nationale, donc ça comprend l'esprit caritatif au sein des ronds-points du cœur, ça comprend cette fameuse liste européenne, ça comprend les initiatives et les doléances qui sont... La décision forte, la décision l'évasion fiscale pour régler le problème du pouvoir d'achat, de la transition énergétique et du climat. Voilà. Mais aujourd'hui, on a... Il n'y a pas des gens à Bercy aujourd'hui qui travaillent sur l'évasion fiscale. Ils travaillent. Vous savez qu'à Bercy, on ne sait même pas. Et même à Bercy, ils ne savent même pas combien ils sont employés là-bas. Combien il y a d'employés. Ça va pas, non. Ah bon ? Vous le savez, vous, monsieur ? Dites-le moi. Dites-le moi sans mentir et je vous écouterai avec plaisir. Vous le savez. Mais non, personne ne le sait. Puisque vous êtes dans la certitude. Personne ne le sait. Et que vous savez tout, dites-le. Une chose que je sais, c'est qu'on ne parlera pas de référendum d'initiative citoyenne et que dans un an, on n'aura toujours pas réglé le problème d'évasion fiscale. Qu'est-ce que vous entendez ? Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Si vous permettez, c'est une question majeure, c'est une question de l'évasion fiscale. Et c'est vrai que les Français ne peuvent pas comprendre qu'on ait 100 milliards d'euros d'évasion fiscale en France chaque année, 1000 milliards d'euros chaque année à l'échelle de l'Union européenne, et que dans le même temps, on accable les classes moyennes de taxes. Et simplement, si vous me permettez, cette semaine, le président de la République a reçu à Versailles, en grande pompe, un certain nombre de grands chefs d'entreprise. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'il reçoive des chefs d'entreprise. Ça me pose problème, en revanche, quand il reçoit des chefs d'entreprise de multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale. Par exemple, le patron d'Uber. L'optimisation fiscale et l'évasion fiscale. Parce que, excusez-moi, mais quand Google planque 20 milliards d'euros dans les Bermudes, on peut appeler ça de l'optimisation fiscale, mais enfin, c'est quand même de l'évasion fiscale. Et puis quand même, est-ce qu'on a besoin de permettre ainsi, ben non, mais enfin, on n'est pas obligé de les recevoir en grande pompe. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous mélangez tout. Arrêtez. Monsieur Kettel, Google ne fait pas de business en France. Non, si vous me permettez de terminer. Google ne fait pas de business en France. Google ne gagne pas d'argent en France. Et donc, on admet qu'une entreprise comme celle-là, qui fait du business en France, ne paye pas ses impôts en France. Vous savez que 86% de ses impôts, Google les paye aux États-Unis. 86%. Et quasiment rien chez nous. Vous trouvez ça normal ? Et donc, en plus... Mais absolument pas, on leur fait payer des impôts. Vous mélangez tout. Mais enfin, je ne mélange rien. Je vous dis une chose très simple, quand on fait du business en France, on doit payer ses impôts en France. Vous avez mis en place l'intérêt. Je vais vous faire une chose. Vous qui m'interrompez toutes les 30 secondes, c'est assez compliqué. Allez, pas en même temps, Yann Brossat termine, ensuite Valérie Debord. Une proposition très simple et très concrète. Vous avez mis en place le prélèvement à la source pour les familles. Non, c'est Hollande. Pourquoi est-ce Hollande. Très bien, c'est vous qui le mettez en œuvre, ne soyez pas hypocrite. Peu importe. Si on peut terminer un raisonnement, vous mettez en place le prélèvement à la source sur les familles.
pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place le prélèvement à la source sur les multinationales? On sait combien Google fait d'argent en France. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible de les taxer de la même manière? Valérie Debord. Juste, si vous permettez déjà un point d'ordre, on vous réclame un petit peu de respect sur le débat. Je pense que l'ensemble des gens qui nous écoutent, ils trouveront vraiment beaucoup d'intérêt. Merci. En train de taper sur la tête de Macron, de taper sur la plaît. tête des députés de la majorité. On essaie d'être constructif. Monsieur, Monsieur, avoir des propositions. Monsieur Brossa n'hésite pas à mettre de la responsabilité. Est-ce que j'ai tapé sur les têtes des députés de la majorité? Pas vous-même la responsabilité. Voyez, Laissez terminer Valérie Debord. Donc voilà, maintenant il est passé dans une autre phase. Laissez terminer Valérie Debord, s'il vous plaît. Je suis d'accord en l'espèce avec Monsieur Brossa sur les GAFA. Nous avons clairement une vraie problématique. Ils doivent payer leurs impôts à partir du moment où ils ont une activité en France. Ils doivent... Écoutez, monsieur, ça devient vraiment insupportable. Vous auriez votre place sur un rond-point. Ensuite, la vraie réponse, elle est européenne. On voit très bien que ce qu'a décidé aujourd'hui monsieur le maire n'est pas suffisant. Ça va rapporter quelques centaines de milliers d'euros, voire 500 de millions d'euros. Mais le problème, c'est que ça va favoriser... C'est un objectif qu'ils vont difficilement atteindre. L'objectif, aujourd'hui, c'est qu'on fasse ça au niveau européen. Mais encore une fois, c'est pas vraiment ce qu'on a entendu ce soir lors de cette réunion. Oui, mais c'était pas forcément non plus les questions qui étaient absolument posées. Aujourd'hui, moi je crois très sincèrement qu'il y a des réponses en termes d'évasion fiscale qu'on ne peut pas faire avec un marché unique à partir du moment où on ne les fait pas au niveau européen. C'est un des enjeux d'ailleurs de la campagne des élections européennes et c'est un enjeu qui est important. Enfin, je pense qu'on pourra le partager dans le cadre que vous allez pouvoir... Ça, nous ne sommes pas d'accord là-dessus, monsieur. Ensuite, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il ne faut pas mentir aux Français. On ne peut pas continuer à dépenser de façon complètement démesuré, sans avoir en face un certain nombre de conséquences. Aujourd'hui, ce gouvernement, très clairement, n'a pas fait ce qu'il a dit. Je suis désolée d'y revenir, mais à force systématiquement de continuer à creuser le déficit, eh bien c'est sûr qu'on ne peut pas mettre en place des heures supplémentaires défiscalisées, chose sur laquelle quand même il y avait eu des engagements. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, pour augmenter... Il l'a annoncé. Hein. Oui, il l'a annoncé. Il l'a annoncé. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait sous la pression. Alors qu'il était quand même extrêmement facile, à partir du moment où on voulait répondre au pouvoir d'achat des Français, de reprendre une mesure qui avait été menée à bien par le gouvernement de Nicolas Sarkozy et qui, pour la peine, avait été quand même très largement plébiscité par l'ensemble des personnes qui ont bénéficié. Et c'est ce qu'il a fini par annoncer le 10 décembre. Juste du peu, ça faisait quand même 9 millions de personnes, ce qui n'était pas complètement ridicule. Il l'a annoncé, oui, mais encore une fois sous la pression. Qu'est-ce qu'il faut continuer? Mais on a le droit d'avoir des désaccords et on peut les exprimer calmement. Débattre de manière correcte, vous voyez. Voilà. Il y a un autre sujet qui a été abordé ce soir et qui est abordé systématiquement dans ces débats, qui est intervenu aussi assez tôt, c'est le sujet de l'ISF. Et encore une fois, Emmanuel Macron a fait preuve de pédagogie. On l'écoute. Je l'ai fait de manière démocratique. Je l'ai présenté en tant que candidat. J'ai été élu démocratiquement. Moi-même, je l'ai dit, je suis un pragmatique. Si cette mesure n'a pas l'effet attendu, elle sera évaluée, elle sera corrigée. Mais je ne vais pas vous dire, un an après l'avoir mis en place, vous n'êtes pas content, alors je vais la changer. Mais qui je serai? De l'autre côté, tous ceux qui ont cru dans cette mesure, eux diraient, lui, c'est un drôle de zèbre. Alors sur l'ISF, là aussi, Bruno Kettel, on a l'impression que les gens ne font pas confiance à Emmanuel Macron sur cette histoire d'évaluation, un peu comme le pouvoir d'achat. Il a beau le répéter sans arrêt, ça revient et ça revient encore. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Qu'est-ce qui fait que ça ne prenne pas? C'est ça la question. Non, mais qu'est-ce qui fait... Pourquoi ça ne convainc pas? Attendez, laissez-moi... Vous me dites, qu'est-ce que je vous réponds? Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde d'autre que ce que le président de la République vient de dire? Madame Debord, je vous en prie, faites vos commentaires en direct et non pas... Je dis que vous étiez incroyable. Écoutez, j'ai pas vos talents, mais... manifestement, non, ça c'est clair. Allez-y, répondez. Et je vois que monsieur le représentant du Parti communiste s'esclave et au moins ça lui permettra de rigoler. Ça ne doit pas lui arriver souvent parce que porter une telle ça m'arrive régulièrement, surtout quand je vous écoute. Mais sur le fond... Quand on a adopté cette mesure, restez poli s'il vous plaît. Oui, restons polis. Essayons de se respecter un peu parce que c'est vrai que là... Vous savez, ils sont 4, je suis tout seul, je vous laisse. Mais c'est pour ça que le 5e. Et puis voilà. Moi, j'ai 150 km à faire pour rentrer chez moi. J'ai fait 150 km pour venir vous voir. Monsieur Kettel. Non, arrêtez votre tir. Vous faites de la politique aujourd'hui, monsieur. Donc assumez-le. On fait de la politique depuis toujours. Simplement, maintenant, on prend nos responsabilités, c'est tout. Je vous ai posé une question sur l'ISF. Nous, on attend de la transparence, de l'information.
l'information, de la concertation. Aujourd'hui, on a de la concertation, il n'y a aucune transparence. Je ne peux pas m'exprimer, monsieur, donc je vais vous laisser. Je vous laisse. Mais non, mais, oui, mais, non, mais pas du tout. Je vous laisse, je ne peux pas m'exprimer clairement. On se reverra aux européennes. Mais oui, 12%. Allez-y, répondez sur l'ISF. C'est 88 qui votent pas pour S'il vous plaît, monsieur Clément, laissez parler, on essaie de se respecter et de parler les uns après les autres. C'est vrai que c'est un petit peu pénible. Je vous remercie. Je vous écoute. Donc, l'ISF, il n'a pas été supprimé, il a été modifié sur son assiette. C'est une orientation politique, le président de la République l'a très bien rappelé, qui était dans le programme et que nous assumons. Maintenant, ça va être évalué et nous verrons en fin d'année 2019 quels en sont les impacts. On n'a jamais dit autre chose que cela. Donc, quels sont les impacts sur les liquidités qui partaient à l'étranger, dont on aspire qu'elles soient réinvesties. On a déjà quelques signes là-dessus. On fait quoi? Qui disent quoi? Qui donne quel résultat ces signes? Pour les gens qui ont un... Ils vont dans quel sens ces signes? Monsieur est en campagne européenne pour sa campagne. Moi, voilà. Mais dites-moi, on ne parle pas des députés qui embauchent leurs femmes, qui embauchent leurs enfants, monsieur, etc. c'est interdit. Mais vous plaisantez? C'est interdit. C'est un beau être interdit. Tous les dossiers qui ressortent, c'est quoi? Lesquels? Il n'y a que des fake news alors, monsieur. Oui, monsieur, en l'occurrence, oui. En l'occurrence, oui, c'est interdit. On va se remettre à lire Gala et Voici, alors laissez tomber. Vous parlez vous-même de votre environnement de... Voilà. Essayons de ne pas tout mélanger, surtout, et de rester sur cette question-là. Mais c'est interdit d'embaucher sa femme ou ses compagnes ou ses enfants, c'est interdit. Valérie Debord, sur la question de l'ISF, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? Oui, d'ailleurs, il n'est pas allé assez loin. En maintenant l'IFI, non, mais enfin, nous sommes cohérents, monsieur. En maintenant l'IFI, c'est-à-dire l'imposition notamment sur le patrimoine, il a, de ce point de vue, pas été suffisamment loin dans la mesure. On voit très bien qu'aujourd'hui, les gens qui peuvent être propriétaires ou hériter d'un bien dans des quartiers où ces biens peuvent coûter cher sont souvent obligés de les revendre parce qu'ils ne peuvent pas en payer les charges. Ce qui est fortement injuste et bien plus injuste que d'avoir permis en fait à des gens qui aujourd'hui peuvent investir dans des entreprises. Donc nous considérons qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin dans la mesure. En l'espèce, ce qui est important dans les mesures fiscales, c'est leur stabilité. On nous a beaucoup trop reproché d'avoir des mesures fiscales qui étaient erratiques et donc de ne pas avoir de lisibilité. En la matière, avoir de la lisibilité fiscale, c'est important pour les investisseurs. Moi, je salue ce qui s'est passé d'ailleurs avec Business France. Nous l'avions fait dans ma région, dans le Grand Est. Le président de la République était venu d'ailleurs et ça nous avait permis effectivement d'attirer des investisseurs. Ça, c'est le travail naturel et normal d'un président de la République, de faire en sorte d'attirer des investisseurs, de faire en sorte effectivement qu'il y ait une économie qui progresse, de faire en sorte que derrière, il y ait de l'emploi qui soit donné. Et ça, personne ne peut le lui reprocher, bien au contraire. Ce que nous lui reprochons, nous, c'est de donner, somme toute, l'impression de faire ces débats sans vraie sincérité, avec la volonté derrière de maintenir exactement la même chose. Et ça, c'est aussi très inquiétant, parce que tout ce qui est suscité, ça va générer de l'envie. À partir du moment où derrière, il n'y a pas de réponse à la hauteur, ça risque d'être pire. Yann Brossard. Bon, là, on est sur un vrai débat, et en l'occurrence, une vraie question. Moi, j'ai deux questions, une question de fond et une question de méthode. Une question de fond, d'abord. Moi, je n'étais pas favorable, évidemment, comme les communistes, à la suppression, en tout cas la modification de l'impôt sur la fortune. Parce que je considère que ceux qui ont un patrimoine très important doivent contribuer davantage au budget de la France. Quand on est gros, on doit payer gros. Quand on est petit, on doit payer petit. Et il me semble que c'est un principe fondamental. Et d'ailleurs, toutes les études ont montré que l'ISF ne conduisait pas au départ massif de familles. Donc, moi, je suis favorable au retour de l'impôt sur la fortune dans sa version initiale. Et je constate d'ailleurs que la grande majorité des Français, entre 70 et 80% des Français, demandent le retour de l'ISF dans sa version initiale. Parce que quand même, il faut quand même le savoir, c'est un cadeau de 33 € par jour pour 350 000 familles qui font partie quand même des plus riches de France. Mais après, il y a une question de méthode. S'il s'avère que dans le grand débat national, cette question s'avère être une question qui est dans le top priorité de ce que les Français disent. S'il s'avère que dans les cahiers de doléances, cette revendication du retour de l'impôt de solidarité sur la fortune apparaît massivement. Comment est-ce que le président de la République pourra balayer cette question d'un revers de main ? S'il y a un grand débat, à un moment donné, il faut bien que ça débouche. La démocratie, c'est pas seulement parler, c'est trancher. On évaluera et on en tirera les conséquences. Sauf que si les Français considèrent que c'est tout vu, et qu'en l'occurrence, c'est une décision injuste, il va bien falloir en tirer des conclusions. En tout cas, je pense qu'on ne pourra pas balayer d'un revers de main cette question. Allez, autre extrait de cette soirée. Emmanuel Macron a été interpellé sur son passé de banquier chez Rothschild, et il a répondu de façon assez offensive. Regardez la séquence. Vous savez, je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau.
Donc, si j'étais né banquier d'affaires, vous pourriez me faire la leçon. Si j'étais né avec une petite cuillère dans la bouche ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. C'est pas le cas. Donc, je peux vous regarder en face. Vous pouvez ne pas aimer les banquiers. En attendant, vous n'aurez pas de prêt sans banquier. C'est comme ça. Donc... Pourquoi ça vous fait sourire, Jérémy Clément? Parce que, il n'est pas sincère, là, dans ce qu'il dit? En tout cas, il y a une chose qui est sincère, c'est les 6 milliards d'euros d'agio qui sont pris chaque année sur les petits travailleurs comme nous. Et puis, en ce qui concerne les heures supplémentaires, ça fait partie des choses qui étaient sur le programme et qui, parce qu'on l'a réclamé, ressortent en 2019. Excusez-moi, mais ça peut... c'est pour éviter de rire. Hein. C'est pour éviter de rire que je souris, c'est tout. Ah bah écoutez, pincez-vous alors. Mais un programme, c'est 5 ans. Est-ce que vous dites oui, effectivement, il faut peut-être arrêter d'en vouloir au président ad hominem, comme c'est un peu le cas depuis cette crise, et rester uniquement sur le fond, sur les idées? Mais évidemment, je crois qu'il ne faut pas combattre Emmanuel Macron en tant que personne. Voilà, il a été élu. Bon, après, il fallait lire son programme aussi, parce que il faut être lucide. Il applique le programme pour lequel il a été élu. Moi, je le dis sans complexe. Et je combats ce programme. Je suis totalement opposé à son programme politique. Mais voilà, il fallait que chacun lise son programme avant de voter ou avant de s'abstenir, parce que beaucoup se sont abstenus et n'ont pas voulu voter contre lui. Certains même qui défilent ont voté pour lui. Donc on peut effectivement changer d'avis, mais je dis simplement, voilà, on ne peut pas lui reprocher tout et n'importe quoi. Il applique le programme pour lequel il a été élu, que je combats. Et en l'occurrence sur l'ISF, puisque vous ne m'avez pas posé la question sur ce que proposait le Rassemblement national, c'était dans le programme... Parce qu'on essaie d'avancer un petit peu, voilà, il y a d'autres thématiques. Mais j'évoque le sujet tout de même. Elle proposait dans son projet justement le rétablissement de l'ISF en sortant uniquement la résidence principale, ce qui nous semblait tout à fait logique. En revanche, tous les autres revenus, ça nous semblait devoir faire partie de l'ISF et devoir être rétabli. Bruno Kettel, il y a eu beaucoup quand même, depuis le début de cette crise, des procès en légitimité qui ont été faits à Emmanuel Macron. Ouais. On a l'impression d'entendre ce soir que cette page-là, visiblement, de ce qu'on entend en tout cas, elle semble tourner. Écoutez, effectivement, alors pour le coup, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, parce que ça va encore faire. Mais sur le fond, moi, ce que je constate, le président de la République, aujourd'hui, il a surpris tout le monde, en allant s'adresser directement à des citoyennes et des citoyens, et non pas à des maires, comme c'était annoncé. Donc je comprends que ce soit difficile de venir en contestation du principe même de cette rencontre. Je comprends que ce soit difficile de venir devant la surprise que ça représente, y compris pour moi-même, député de la majorité, qui a appris devant votre écran quelle avait été la teneur de la réunion aujourd'hui dans la Drôme. Maintenant, le grand débat, il dure 2 mois. Donc j'entends encore de ci, de là qu'on voudrait déjà ce soir les conclusions. Oui. À chaque fois que le président de la République intervient, on nous dit « Oh, on ne sait pas comment ça va finir ». Mais c'est normal, c'est pas terminé. Donc laissez quand même un peu... Mais l'ISF est devenu le symbole de ça, justement. Le fait de dire... l'un des symboles savamment relayés par les Gilets jaunes, soi-disant soutenus par 55% de la population dans les sondages, dont 12% seulement des Françaises et des Français aspirent à voter pour eux aux élections européennes. Donc il faut relativiser tout ça. C'est 13. Comment? Oui, 13, peu importe, on peut pinailler. On en a besoin, je vous assure qu'on en aura besoin. Oui, écoutez... Oui, dites-le une 5e fois que ma femme est sur la liste, comme ça sera bon. Mais c'est vous qui l'avez... J'ai même plus besoin de le dire. Les 4 premières, vous l'avez dit, dites-le une 5e fois. Vous faites vous-même la pub de votre femme, je vous en... 5 fois. J'ai constaté. Le souci, c'est pas les conclusions. Un débat qui n'est pas ses conclusions. On ne sait pas où ça va nous mener. Non, j'ai dit nous ne connaissons pas les règles du jeu. Quand je joue au Monopoly, il y a une règle. Vous voyez, il y a une règle du jeu. Et en fait, quand quelqu'un ne suit pas la règle, on lui dit tu n'as pas suivi la règle. Là, c'est un jeu qui est quand même un jeu important. C'est le jeu. Mais si vous pouviez juste avoir la décence d'écouter 2 secondes. Aujourd'hui, c'est un jeu qui est un peu important, c'est le jeu de la démocratie. Vous vous rendez quand même un petit peu compte que tout ça a un enjeu qui nous dépasse tous. Si il n'y a pas de règles de départ, comment voulez-vous qu'il y ait des règles d'arrivée? C'est ça aujourd'hui qui est embêtant. On ne sait pas comment les choses vont être évaluées, on ne sait pas par qui les choses vont être évaluées, on ne sait pas ce qui va être remonté. Mais bien sûr que si, donnez-moi les règles à ce moment-là. Donc le dispositif en cela est un peu tronqué. Après, qu'il y ait un débat, que Monsieur le Président de la République vienne s'exprimer, que les gens l'écoutent et en soient contents, c'est somme toute bien normal. C'est l'institution qu'il incarne. Il incarne une institution extrêmement importante, en plus dans notre 5e République, qui a énormément présidentialisé le rôle du président. Forcément, c'est extrêmement important. Et c'est très bien qu'il parle. Mais quelles règles? Comment ça va se passer? Et surtout, comment est-ce qu'on est assuré que l'ensemble des propos vont être repris? Aujourd'hui, je suis désolée, monsieur le député, nous n'en savons rien. Et vous non plus. Ah oui, moi il suffit de regarder. Il suffit de regarder les textes.
Julien Sanchez. Oui, simplement, vous disiez, voilà, est-ce qu'il faut un respect? Oui, il faut un respect du président de la République. On aimerait bien, encore une fois, qu'il respecte lui aussi les Français, lorsque parfois il a des propos qui sont quand même assez inadmissibles, lorsqu'il dit que les Français ne font pas assez d'efforts, lorsqu'il dit également que nous sommes des Gaulois réfractaires, etc., etc. Enfin, il y a eu de nombreux exemples comme cela. Le sujet aussi important, au-delà du pouvoir d'achat, sur lequel je crois que réellement il y a des mesures qui sont attendues et avec impatience. C'est pour ça que quand vous dites le débat, il dure 2 mois, d'accord, mais les Français ils veulent des réponses rapides sur ce sujet-là, parce que là, on a l'impression en fait que le président de la République ne connaît pas la situation des Français, qu'il est complètement hors sol et qu'il a besoin d'aller comme ça. Il l'a montré cet après-midi. Hein. Oui, non, mais voilà, il a montré qu'il était hors sol encore cet après-midi. Oui, bien sûr, parce bien sûr. que Il va au-devant des Français par surprise. Non, il va au-devant de beaucoup de militants de la République En Marche réunis dans une salle, dans une ville gérée par un ministre, ancien ministre qui dirigeait cette ville, et quelques gilets jaunes qu'on a accepté de faire rentrer comme ça sur le principe. Mais qui viennent organiser dans une ville Rassemblement National. On verra si là il y aura un vrai débat sans doute avec les gens dans la salle. Oui, non, mais moi je ne crains rien, monsieur. Mais moi non plus. C'est plutôt vos collègues. J'ai proposé à votre collègue député de venir tenir une réunion publique, elle a refusé. Mais moi je viens chez vous si vous voulez. Mais allez-y, venez, ça sera sûrement réjouissant. On avance. Ça va être une belle soirée, je pense. Venez, vraiment, je serais très ravi. Donc la démocratie, je crois que réellement, mais évidemment, ça va. Les Français ne sont pas des barbares. Non, mais les gilets jaunes, j'ai pris 6 coups de fusil chez moi. Hein. D'accord. Enfin, je crois que les Français ne vont pas vous agresser. Oui. C'est donc la démocratie. Voilà, la démocratie représentative, c'est aussi quelque chose d'important. Ça, c'est un vrai sujet de fond également. Bon, vous considérez, voilà, une Assemblée nationale a été élue. Effectivement, elle a été élue. Ça s'appelle le suffrage universel. Oui, non, mais d'accord. Mais partout en Europe, la proportionnelle existe. Partout en Europe, sauf en France. Comment est-ce qu'on peut expliquer encore une fois qu'un parti qui fait 20% comme M. Mélenchon et 15 députés sur 577, que Marine Le Pen qui a fait 34% à la présidentielle n'est que 6 députés sur 577, il n'y a pas de démocratie participative. Après, vous vous étonnez. Et représentative, ça veut dire qu'après, vous avez des Français justement qui sont dans la rue parce qu'ils ne se sentent pas représentés et parce que leur voix n'est pas entendue dans les instances. Bruno Kettel, vous y êtes favorable, vous, ou pas? Moi, je suis favorable à une dose de proportionnelle, comme c'est prévu dans le projet de loi. Une dose de démocratie. Une petite dose de démocratie. Je serais favorable à ce qu'on revoie le quantum de diminution de nombre de parlementaires pour une augmentation du seuil de proportionnel. Oui, mais c'est 10% qui est proposé par le président de la République, 10 ou 15. C'est ridicule. Le président de la République qui a souhaité remettre quelques pendules à l'heure ce soir, il a dénoncé notamment ceux qui, dit-il, ou insinue-t-il en tout cas, pourraient verser dans la démagogie. Écoutez. Moi, j'ai été élu par le peuple. Non, mais j'ai été élu par le peuple. Si vous n'avez pas voté pour moi, je regrette, mais je veux dire, ça veut dire que vous aviez une autre voix, mais vous n'avez pas été majoritaire. Et si vous n'avez pas été voté, moi, je suis désolé. Je ne peux pas accepter de dire une démocratie, c'est un système où les gens sont fiers de ne pas aller voter, et puis quand ils ne sont pas d'accord, ils bloquent les ronds-points. C'est pas la démocratie. Quand vous me dites, moi, j'en ai marre des politiciens, je vais vous dire, moi, je n'étais pas un politicien. Je suis arrivé là par hasard. Parce que j'ai eu de la chance, parce que j'ai voulu me battre, parce qu'on m'a fait confiance. Je suis sorti du système. On m'a pris pour un fada quand j'y suis allé. J'y suis allé contre le système politique en place. Je ne suis pas un politicien, je viens pas d'un parti qui vit depuis 30 ans. Personne ne m'a aidé. Le plaidoyer pro-domo du président sur sa propre légitimité et donc son attaque contre les éventuels démagogues. Écoutez. Oui au référendum si d'abord nous savons redevenir des sociétés démocratiques fortes, avec un rapport à l'information et à la formation exigeante. Un citoyen qui s'exprime sur un sujet, il doit avoir travaillé le sujet et s'être formé pour bien le comprendre. Voilà. Méfiez-vous des vendeurs de rêves qui vous disent que vos colères, on trouvera une solution à coup de référendum toutes les semaines. J'ai peur que, vous savez, les gens qui parfois manipulent avec ces idées miracles, on n'a pas grand-chose à en tirer. Vous les comprenez, Jérémy Clément, ces réserves sur le référendum d'initiative citoyenne? Il n'y a pas de miracle qui sort des référendums, c'est ça qu'il dit le président ce soir. Il est temps qu'on arrête de nous prendre pour des irresponsables. À un moment donné, peut-être qu'on a été un peu ignorant ou qu'on a pris les choses à la légère pendant plusieurs décennies, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il serait temps vraiment qu'on nous prenne au sérieux et qu'on accepte ce genre de choses. Je pense que le peuple peut retrouver de la confiance d'un point de vue politique si demain, le peuple est consulté et a le sentiment d'avoir un vote qui compte pour quelque chose. Alors après, ça ne sera pas sans prendre en ligne de compte les 16,5 millions de cartes électorales qui ne servent pas parce que ces personnes-là ne vont pas voter. Ça ne sera pas sans prendre en compte les 12,5 millions
de Français qui n'ont même pas leur carte électorale et qui ont jusqu'au 31 mars pour la faire numériquement. Et ça ne sera pas sans prendre en compte le vote blanc, parce qu'à un moment donné, il faudra prendre en compte tout ça pour qu'on puisse avancer. Ça fait partie du débat, Valérie Debord. Oui, enfin, si vous voulez, moi, ce qui m'étonne toujours un petit peu, c'est les gens qui disent je ne suis pas allé voter, qui le revendiquent même parfois, et qui après... Ils sont désabusés, ils ont perdu l'espoir. Non, mais je voulais... Il m'interrompt gentiment. Je continue, si je puis me permettre. En fait, le hiatus, et ça, je le comprends assez bien. Aujourd'hui, le spectre politique tel qu'il est présenté peut ne pas correspondre à la volonté d'un certain nombre de personnes. La proportionnelle en la matière est une nécessité, vous avez raison. Il n'est pas normal qu'autant de personnes qui ont voté ne voient pas les gens pour qui ils ont voté réellement représentés dans les assemblées. Oui. C'est une question qui aujourd'hui est effectivement assez centrale. La vraie problématique, c'est ce dosage qui permettra néanmoins d'avoir des assemblées qui permettent d'avoir une vraie expression et un vrai exécutif et que l'on ne se retrouve pas plongé dans des marasmes où on est obligé de faire des alliances qui affadissent complètement le pouvoir et son expression. Et ça, le juste milieu entre tout ça est une vraie réalité. Par contre, moi, ce que je trouve bien, effectivement, c'est de vouloir rentrer avec des propositions qui vous appartiennent dans, effectivement, la discussion, le tour de table. Et dans le jeu démocratique. Je crois que c'est Gérard Larcher qui a dit qu'il faut passer du rond-point, du tour de rond-point au tour de table. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, vous vous saisissez des moyens et des possibilités de la démocratie pour pouvoir effectivement exprimer ce que vous avez à exprimer. Et c'est très bien. Et ça permet d'avancer pour pouvoir effectivement être en interaction. À partir de là, il y a une représentativité. Et somme toute, vous, en étant ici, eh bien, vous êtes les représentants d'un certain nombre de personnes, donc vous êtes aussi dans une forme de démocratie représentative. Et je pense que là, on franchit un cap qui nous permet d'échanger. Parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas échanger avec 65 millions de personnes. Donc il faut des figures. Même si on enlève les enfants, mais il faut bien à un moment pouvoir avoir des représentants. Et cette démocratie représentative, elle a cet intérêt-là. C'est le sens de cette liste Gilets jaunes qui va donc être présentée aux Européennes. Vous ne figurez pas, Jérémy Clément, sur cette liste personnellement, on l'a bien compris maintenant. Non, mais j'ai mon épouse qui est dedans. Vous la soutenez. Non, en numéro 3. Vous êtes proche vous êtes proche d'Ingrid Levavasseur. Je suis proche de tous les Gilets jaunes. De tous les Gilets jaunes. Tous les Gilets jaunes ne sont pas d'accord entre eux. J'ai pu constater à Grand-Bourtrou, le jour du lancement du grand débat. Ça, c'est notre force, ça ne nous empêche pas de nous faire confiance. Les insultes qui ont été proférées envers Mme Levavasseur, 45 minutes. Combien de France Insoumise et Rassemblement National sont en Gilets jaunes et n'ont plus d'espoir, monsieur. Vous savez combien vote le pouvoir au peuple. Pas en même temps, sinon vraiment on ne se comprend pas, ça marche dans les deux sens. Allez-y. Donc moi j'ai pu mesurer combien, au sein des Gilets jaunes, il y avait des tensions très fortes. Pas plus qu'au gouvernement. Monsieur, il faut que vous appreniez à écouter si vous voulez faire de la politique. Non, je ne fais pas de politique. Non, juste un peu. Un peu. Donc, les tensions fortes entre les Gilets jaunes, on a pu les mesurer. 45 minutes pour constituer une délégation. Et donc, que 30 minutes de débat avec la ministre, parce que 45 minutes pour que Mme Levavasseur constitue sa délégation à Grand-Bourterould. Et les insultes, mais terribles. C'est facile de taper sur une infirmière qui prend 1200 euros par mois. Non, elle n'est pas infirmière, elle est en formation. Il va falloir aussi rétablir la vérité. Non. Puisque vous parlez de désaccords entre les Gilets jaunes, il y a Yann Le Bihan qui nous a rejoint, qui est lui aussi Gilet jaune. Bonsoir monsieur, merci d'être là. Alors vous êtes Gilet jaune, la France en colère, on peut dire proche d'Éric Drouet. Pourquoi est-ce que vous soutenez, non vous ne soutenez pas cette participation aux élections européennes, pourquoi ça ? Parce qu'à partir du moment où on lutte contre un système, on ne peut pas rentrer dedans, c'est pas possible, c'est une incohérence. Pourquoi ? Est-ce qu'il ne faut pas à un moment franchir une étape, franchir un échelon pour essayer d'être plus constructif sur le plan électoral ? Non, nous on est sur le RIC et puis on ne veut pas ce système où on va rentrer dedans. Le problème c'est que la démocratie n'existe plus, ils nous ont pris le pouvoir, nous on veut le reprendre. C'est-à-dire que remettre des élus qui vont par la suite, quand vous les élisez, ils deviennent vos patrons, alors que normalement ils devraient être vos salariés. On ne veut pas rentrer dans le système. Et le problème, c'est ça recommence. À partir du moment où on va rentrer dans le système, on continue et on ne changera rien. Moi, j'ai expliqué l'autre jour, Monsieur Macron, on mange des pâtes avec de la sauce tomate. Monsieur Macron, il veut qu'on continue à manger des pâtes avec la sauce tomate. Il va nous rajouter des petits artifices, des petites boulettes de viande, tout ça. On ne veut pas, on veut changer de plat. On ne veut plus manger les pâtes. Est-ce que ceux qui présentent une liste trahissent d'une certaine façon l'esprit du mouvement Gilets jaunes de votre point de vue ? Oui, ils perdent leur âme. Parce qu'à la base, les Gilets jaunes, je suis désolé, mais il n'y a pas de parti politique et puis il n'y a pas de syndicat. Voilà, donc à partir du moment où on rentre, on devient un parti politique, on perd son âme et on n'est plus Gilets jaunes. Jérémy Clément, est-ce que vous avez perdu votre âme ?
Peut-être, en tout cas, une chose est sûre, je contredirai jamais un frère jaune qui s'est battu sur le terrain depuis le 17 novembre. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui? Attendez, s'il vous plaît. Le plus important, c'est quoi? Est-ce qu'on a déjà vu une liste européenne, donc gilets jaunes ou pas gilets jaunes, qui, sur cette liste européenne, tous ces gens qui ne seront pas là pour revendiquer leurs convictions, mais les convictions du peuple, parce que c'est ce qui va arriver. Maintenant, ça n'a pas encore été expliqué. Pourquoi? Parce que quand cette liste européenne est sortie hier, elle est sortie en urgence et par brutalité. Pourquoi? Parce que c'était pour enlever une fausse liste de gilets jaunes qui devait arriver ce matin et qui finalement n'est pas arrivée. Mais elle arrivera. La liste de qui? La liste de Francis Lalanne, Jean-François Barnaba, etc. etc. D'accord, mais je vais finir. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Parce que si on avait pu l'éviter, on l'aurait évité. Je n'ai pas fini. Si on avait pu l'éviter, on l'aurait évité. Maintenant, cette liste de gilets jaunes ne sera pas la représentativité de 79 personnes avec leurs convictions, parce que ces convictions de ces 79 personnes sont toutes différentes. Elle sera la représentativité de gilets jaunes ou de citoyens élus qui viennent de partout en France et qui n'auront qu'une seule mission, posée à travers la plateforme Nos Citoyens, d'accord, NOOS, citoyens au pluriel, qu'on peut taper en référence tout de suite sur Google, sur les 2500 revendications actuelles. Et son boulot, ça sera de mettre à plat ça et d'oublier sa propre personne. Est-ce que vous êtes convaincu, Yann Le Bihan? Non, mais non, bien sûr que... Mais c'est normal. Non, mais laissez-le répondre. C'est logique, et puis ça serait trop facile sinon. Clément a réponse pour Allez-y, répondez. De toute façon, quand on voit qui est derrière, alors moi, il n'y a personne derrière. Je suis navré. Faut pas se fier au blabla, Cauchy, Moreau, Tapie. Faut pas écouter tout ça. Qui est derrière? Vous pensez à Bernard Tapie? Pour moi, c'est la liste Tapie. Non. Tapie. Monsieur Bernard Tapie, ça fait des années. Monsieur Bernard Tapie, c'est un homme politique, c'est un homme d'affaires. Monsieur Bernard Tapie n'a jamais rien fait contre rien en échange. Donc, je veux dire, à partir du moment où il a fait ça, c'est qu'il s'attendait à quelque chose. Après, on sait qu'il lutte contre le Front National depuis des décennies, ça a toujours été Front National. Donc là, il avait une opportunité de plomber le Front National. Je ne défends pas le Front National, je précise, mais bon, après, on est capable d'analyser aussi. C'est pour plomber les extrêmes. Et puis voilà, M. Bernard Tapie, il essaye de revivre un peu son passé politique. Et puis là, il se fait plaisir, il a la possibilité de plomber les extrêmes, il y va. Écoutons Bernard Tapie, qui était ici sur LCI il y a quelques semaines et qui avait dit ceci. Il y a une femme, entre parenthèses, qui s'appelle Ingrid, qui est extraordinaire. Ingrid Levavasseur. Voilà, vous la connaissez. Revenons aux gilets jaunes d'origine et aidons-les à se structurer. Il avait été un peu pression à ce moment-là, Jérémy Clément. Il parle d'Ingrid Levavasseur, il dit aidons-les à se structurer. Elle est géniale, Ingrid Levavasseur. Elle a tout mis sur la table. Maintenant, il faudra qu'on puisse prouver aux citoyens qu'il n'y a pas de Bernard Tapie derrière. Le problème, c'est qu'à travers l'association Les Ronds-Points du Cœur qu'on a montré, on a eu l'occasion de le rencontrer sur un coup du sort parce qu'il y a eu un de ses rédacteurs en chef qui est passé sur un péage vers Marseille et que de là, il a vu des espoirs et qu'il voulait réunir du monde et qu'il y a eu des gilets jaunes médiatisés qui ont été là-bas et qu'il y a une amalgame. Maintenant, il faut savoir que les gilets jaunes avec qui il y a eu chamaillage dehors, aujourd'hui, les gilets jaunes qui étaient là-bas sont en contact avec et seront bien reçus. Maintenant, effectivement, il y a eu 2 contacts pour l'association Les Ronds-Points du Cœur pour effectivement qu'il y ait une donation publique, parce qu'on n'a pas d'hommes publics qui ont donné de l'argent pour pouvoir lancer le débat sur les ronds-points du cœur et pousser les autres à en donner aussi pour régler le pouvoir du Julien Sanchez. Mais on aura l'occasion de prouver que c'est pas vrai. On entend souvent Julien Sanchez dire qu'une liste des Gilets jaunes, elle va faire du mal à la liste du Rassemblement national. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Je pense que Emmanuel Macron, en tout cas, est très content qu'il y ait une liste estampillée Gilets jaunes en étant objectif et en regardant les choses. Parce qu'il se dit... Mais vous non mais, je vous parle de tactique électorale, là. Je dis simplement que Emmanuel Macron doit être très content parce qu'il se dit que c'est la meilleure chance pour lui d'arriver en tête avec sa liste des élections européennes en essayant de prendre à la fois la France insoumise, à la fois au Rassemblement national. Mais après, chacun se présente, chacun fait ce qu'il souhaite faire. On peut se présenter, on est en démocratie. Il faut 78 ou 79 personnes pour faire une liste et chacun peut présenter la liste qu'il souhaite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, ce qu'il faut dire aussi aux Français, c'est que régler le problème de pouvoir d'achat des Français, c'est pas vraiment au Parlement européen que les choses vont se faire sur ce qui est demandé, sur l'ISF, sur les mesures qui concernent la France intramuros. C'est pas le Parlement européen qui va décider sur ces mesures-là précises.
Donc voilà, je pense que ça bénéficie à la fois à Emmanuel Macron et puis aux personnes qui seront élues de manière individuelle. Mais je crois que, donc après, je respecte l'engagement des uns ou des autres, mais je crois que c'est surtout utile pour le pouvoir. C'est aussi ça votre réserve, Yann Le Bihan. Vous craignez que cette liste, finalement, elle favorise électoralement la liste présentée par La République En Marche ? Oui, moi je la qualifierais de PS+, quand on voit les gens qui sont dessus, avec en plus un ancien représentant Modem qui est dessus. Pas Modem, pardon, En Marche. Ouais. En Marche. Marc Doyer. Voilà, tout à fait. Donc on peut se poser des questions. Qui s'est fait trahir par La République En Oui, Marche. c'est possible, mais bon, je veux dire, quand on voit son Twitter... Pardon, laissez répondre. Je vous en prie. Quand on voit son Twitter, il a encore ses t-shirts voter Macron avec le gilet jaune. C'est moi qui vais le porter à partir de la semaine prochaine, ce t-shirt. Pas de problème. Avec écrit Camembert. Moi, après, j'avais des questions par rapport à cette liste, en fait. C'est de savoir si ce sont des convictions ou des ambitions politiques. Alors après, il y a une façon de le savoir. C'est si ce sont des convictions, il y a 79 représentants. Ils sont à 13%, si j'ai bien fait le calcul, ça fera à peu près 10 sièges. Alors, moi, je leur propose un siège tournant, si jamais c'est pas des... C'est génial, ça peut si être c'est pas par mal, conviction, c'est-à-dire que tous les 7 mois et demi, précisément, sur les 5 ans, ils alternent, et comme ça, on aura la certitude que les gens sont pas des carriéristes et qu'ils ont effectivement pas envie de faire carrière pendant 5 ans. La deuxième proposition, c'est également... La deuxième proposition, c'était... J'ai un trou. Non, c'est pas Bruno Kettel qui va vous souffler, je pense. Juste d'un mot, Bruno Kettel, cette liste, elle est plutôt, sur le plan strictement électoral, elle est plutôt... ça vous rend plutôt service qu'il y ait une liste des Gilets jaunes, ça divise les adversaires. Écoutez, non, moi je crois qu'elle est plutôt saine. Elle est plutôt saine dans le sens où on va avoir la possibilité d'expression démocratique par un certain nombre de femmes et d'hommes qui sont engagés dans ce mouvement social, de venir sur le champ républicain et du suffrage universel. Et on paiera les musiciens à la fin du bal. Et d'être dans le débat démocratique, ça vous est revenu, Oui, je suis désolé. Comme les Gilets jaunes, ils revendiquent sur les indemnités des élus, est-ce que donc ces élus, ces candidats de la liste Bernard Tapie, je suis désolé de l'appeler comme ça, c'est ancré. Est-ce qu'ils vont renoncer à une partie de leurs indemnités, des 8 600 €, je crois, par mois, pour aller, l'âme du gilet jaune, en fait, c'est les revendications. Donc, je voulais savoir s'ils étaient prêts, en même temps, à renoncer à leur... Réponse de Jérémy Clément. Alors, si je peux me permettre... Pardon, allez-y, terminez. Alors, ils vont certainement me dire, oui, mais pour la continuité du fonctionnement, il serait bien que les élus restent pendant 5 ans. Mais là, j'ai une réponse, il n'y a pas de problème à ce moment-là. De toute façon, avec ma femme. Je vous ai pas interrompu. Allez-y, terminez. Il y a des attachés parlementaires. Les attachés parlementaires peuvent assumer la continuité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, réponse Jérémy Clément. Ça, je laisserai la place de ceux qui sont sur la liste, parce qu'il y en aura un paquet. Vous y répondre si vous voulez. Parce que même si j'ai mon épouse qui est sur la liste, je pense que c'est ces gens-là que vous regarderez dans les yeux et à qui vous poserez la question. Pas de problème. Allez, il y a eu cet échange que vous avez suivi sur LCI tout à l'heure entre Emmanuel Macron et des citoyens lors d'une réunion. C'était le point d'orgue de cette journée de débat pour le président. Il y a eu aussi l'échange avec des maires, c'était un peu plus tôt, et également un face-à-face avec Laurent Wauquiez. Et toute la journée, les critiques ont porté sur un point, c'est que Emmanuel Macron, depuis le début de ce débat, il rencontrait des élus mais pas des citoyens. Et en fait, il avait donc cette petite idée derrière la tête. Voici donc les coulisses de cette journée particulière avec Hubert Coster, c'est le Focus. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Cette visite n'était pas annoncée au programme présidentiel. Je vais rejoindre un débat qui est organisé. D'accord, mais nous on peut pas y participer. C'est totalement ouvert, c'est totalement démocratique. J'ai essayé de passer, mais allez-y. Oui, merci. Faites rentrer ces messieurs, ils veulent rentrer. Allez-y. Emmanuel Macron se rend en fin de journée au débat citoyen organisé à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Je touche 1 000 € de chômage. Là, dans 2 mois, je vais passer à 500 €. Une arrivée surprise face au public. Imprévu ou mûrement préparé, impossible de le dire, cette visite et ce dialogue avec des anonymes tranchent en tout cas avec le reste de la journée, qui était jusque-là beaucoup plus cadré. Après l'heure et le Lot, où le président faisait face à des centaines d'élus locaux, les rencontres prévues dans la Drôme se déroulent en petit comité. On a démontré déjà lors des 2 premières rencontres dans le Lot et dans l'Eure que la parole était complètement libre et sans filtre. On va continuer ce midi dans un format de déjeuner républicain plus traditionnel, il est vrai, à l'échelle régionale. Un débat libre, mais loin des gilets jaunes qui attendent à l'extérieur. Je pense que les élus ont eu leur
temps de parole avec le président de la République. Il serait peut-être temps qu'aujourd'hui le président de la République vienne justement rencontrer sa population, son peuple. Huis clos pour commencer, une rencontre en tête-à-tête avec Laurent Wauquiez, le président de la région, mais surtout de l'un des principaux partis d'opposition, les Républicains. Séquence politique inédite. Depuis le début du quinquennat, les deux hommes ne s'étaient jamais rencontrés. Tous les deux participent ensuite à un déjeuner avec une soixantaine d'élus de la région. Ni micro, ni caméra ne sont invités dans la salle. Les échanges n'en sont pas moins vifs entre les deux hommes notamment. Laurent Wauquiez reproche au président son écoute tardive des Français. Laurent Wauquiez, il est président des Républicains et président de région. Il joue son rôle, c'est respectable et c'est ce qui s'est passé dans ce débat. La séance aujourd'hui, c'est très bien. C'est une mise en scène bien rodée. C'est des invitations filtrées, des prises de parole organisées, une réponse calibrée. Mais c'est pas ça un débat. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est des voyages dans une bulle. Présent lui aussi au déjeuner, le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur ne manque pas de s'exprimer lui aussi sur le sujet. Nul ne pouvait prévoir la crise des Gilets jaunes. À mon avis, le dialogue était possible. Donc on aurait pu le faire avant. À la sortie, Emmanuel Macron s'éclipse. Et pourquoi vous n'allez pas voir les Gilets jaunes directement? Et rejoint son troisième rendez-vous. Ambiance très détendue dans cet accueil de jour pour personnes âgées. Très bien. On est content de vous accueillir dans la ville de Bourg des Péages parce qu'on voit vous à la télé, mais vous êtes aussi mignon naturel. Ici, les caméras sont les bienvenues. En se rendant finalement à ce débat citoyen ce soir, le président de la République répond enfin à une attente de longue date et aux critiques formulées par ses opposants. Il vient débattre devant des Français anonymes, gilets jaunes ou pas, pour la première fois depuis le début de la crise, il y a un peu plus de 2 mois. Et on va l'analyser cette journée particulière avec Judith Vintraube qui nous a rejoint, avec également Laurent Geoffrin, bonsoir à tous les deux, bonsoir. Et Renaud Pila qui nous a rejoint également. Vous dites quoi, Judith Vintraube? Vous dites joli coup, Emmanuel Macron, il a pris un peu tout le monde par surprise. Il a coupé l'herbe sous le pied de tous ceux qui disaient, comme on vient de le voir, tous ceux qui disaient c'est facile d'aller voir les maires, ils sont bien gentils, bien polis, bien respectueux de l'ordre républicain.